Allez, j'aime le 103. Donc, une nouvelle fois, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau webinaire de ISQ certification. Donc, aujourd'hui, bien évidemment, nous allons parler de l'audit de surveillance, un petit peu de l'audit de renouvellement, quelques informations en lien avec la veille légale et réglementaire, et on parlera aussi de l'utilisation du logo, une mise à jour de la cartographie des certifiés. Sans oublier un petit mot aussi sur eh bien, le transfert de certification d'un certificateur à un autre. Alors, sur l'agenda, bien évidemment, hop, ici, ça, ce sera ce qui vous sera remis, puisque bien évidemment, le webinaire est enregistré, il sera proposé en rediffusion et nous transmettrons les supports, le support de ce webinaire. Alors, qu'avons-nous comme d'habitude, Raphaël, à ma gauche. C'est ça exactement, toujours la même équipe, donc chargé de mission système management de la qualité ici à l'ISQ. Bon, vous voyez également sur les webinaires. Je peux réaliser quelques audits, peut-être que certains d'entre vous m'ont eu en audit ou vont m'avoir possiblement. Et voilà, ici pour réaliser plusieurs tâches, plusieurs missions, pour proposer un travail de qualité à l'ISQ. Et toi, Marc? Eh bien, Marc, toujours un peu plus de cheveux blancs, mais ça c'est normal. Donc, toujours plus de 30 ans maintenant dans la formation, toujours auditeur, directeur des opérations, du développement de l'ISQ certification, et qui était en audit encore ce matin avec un organisme basé à Antibes dans l'œnologie. Excellent. J'aurais préféré être en présentiel. Mais bon, c'est pas grave. Donc, allons-y, on se lance sur l'actualité de la formation. On a voulu faire un petit focus. Alors, le premier focus sera sur le bilan de compétences. On sait que ce n'est pas là où il y a le plus grand nombre de certifiés et c'est un petit peu suite à un audit réalisé à Clermont, et donc un petit clin d'œil à Annie, si elle nous regarde et nous écoute, c'est un peu grâce à elle que l'on va se lancer sur le bilan de compétences pour commencer. Alors déjà, qu'est-ce qu'un bilan de compétences, Marc? Alors c'est vrai, bon, on vous précise bien évidemment que le bilan de compétences a pour objet de permettre à des travailleurs d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles, ainsi que leur aptitude, leur motivation, afin de définir un projet professionnel et le cas échéant un projet de formation. Alors ce qui est important, c'est que ce contenu a été élaboré grâce à en fait un document qui a été proposé par la Caisse des dépôts qui date de novembre 2022 en lien avec les règles d'éligibilité, on va y arriver, au CPF. Et ce qui est important ici, c'est qu'est-ce qu'un bilan de compétences n'est pas. Donc, il y a un certain nombre d'éléments qui vous sont précisés: aide à la recherche d'emploi, reclassement externe, outplacement et évaluation à un futur poste, mais surtout préparation à la retraite. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ce focus? Eh bien, pour vous permettre de compléter votre veille légale et réglementaire sur l'indicateur 23 avec ce document mise à disposition par la Caisse des dépôts, et pour vous dire aussi que l'auditeur va bien évidemment, lorsqu'il va aller faire son échantillonnage, aller regarder quelles sont les prestations et si elles relèvent bien de la catégorie. Donc, ça veut dire que si vous avez fait passer pour bilan de compétences une préparation à la retraite, eh bien, l'auditeur ne pourra pas le prendre, quand bien même la Caisse des dépôts n'a peut-être pas été assez vigilante pour en refuser la prise en charge. Et quelles sont les conditions de réalisation de ce bilan de compétences? Alors, on nous dit maximum de 24 heures. Pour autant, il n'y a pas de... Et après, on parle de l'amplitude. Par contre, c'est vrai qu'un bilan de compétences, ça ne veut pas être une journée, mais ça ne doit pas non plus se réaliser sur une période longue. On n'est pas sur de la VAE, bien évidemment. Et alors, ce qui est important aussi dans ce guide, on vous rappelle que le prestataire doit proposer un accompagnement dans un environnement garantissant discrétion et confidentialité. Accessoirement, petit clin d'œil à Calliope, c'est l'indicateur 17. Et on nous dit que les professionnels qui font passer les tests et accompagnent les personnes doivent disposer des compétences solides et plurielles. Accessoirement, il faut bien sûr, si on utilise des tests, on peut avoir une obligation d'être accrédité. Et là aussi, ça peut encore faire référence à l'indicateur 17, voire peut-être même le 21 éventuellement. Et encore peut-être même, si on fait ça avec la sous-traitance, à l'indicateur 27.
Et si je travaille sur la plateforme Head-Off, que dois-je respecter comme réglementation? En fait, ce petit précis ou manuel proposé par les Caisses des dépôts précise que l'offre publiée sur la plateforme doit respecter des indications suivantes. Le contenu mentionne l'ensemble des phases prévues par la prestation, une estimation du travail personnel à réaliser. Il y en a 3 en bilan de compétences. Le champ résultat attendu doit indiquer que le document de synthèse est remis et commenté aux bénéficiaires du bilan. La durée de la prestation, ce n'est pas au-delà de 24 heures et le tarif va englober la totalité des phases de la prestation. Là aussi, clin d'œil à Calliope, c'est quand même l'indicateur 1 derrière et les bonnes pratiques, on nous dit la commande passée adressée à la personne, le devis doit être personnalisé. Donc là, ça fait référence aux indicateurs 1, 4 et 6 de Calliope. Le recours à la sous-traitance, l'organisme de formation peut sous-traiter l'activité sous condition que cette sous-traitance soit formalisée par un contrat de sous-traitance. Et là, on peut aussi faire écho à des indicateurs tels que les 17, 19, 21 et 27. Attention, ce n'est pas l'arrivée du tiercé. Et quelques articles que tu souhaites mettre en avant? Alors, en fait, oui, puisque le prestataire que j'ai pu rencontrer m'a dit mais attention, monsieur l'auditeur, Marc, qu'est-ce que je peux vous présenter comme élément de preuve, puisqu'il y a un article de loi, le R6313-7, que tout le monde connaît, bien évidemment, précise que le prestataire de bilan de compétences procède à la destruction des documents élaborés pour la réalisation du bilan de compétences dès le terme de l'action. Toutefois, les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas à, et on vous donne les éléments. Donc, plutôt que d'interpréter ou d'imaginer la réponse, eh bien, nous avons sollicité la DRETS pour comprendre qu'est-ce qu'il fallait entendre par document élaboré pour la réalisation du bilan de compétences, puisqu'effectivement, ça peut mettre un petit peu à mal le prestataire s'il a tout détruit pour présenter des éléments de preuve. La réponse de la DRETS, quelle est-elle? Donc ça, c'est un point important dans votre veille, pour ceux qui font du bilan de compétences. Eh bien, ce sont tous documents en lien avec le projet professionnel et personnel du bénéficiaire lors des différentes phases, compte rendu, entretien interactif avec le conseiller, les fiches de réflexion, les travaux réalisés, les grilles d'évaluation et d'autodiagnostic, les questionnaires à choix multiples, etc., etc. Ce sont ce type de documents que le prestataire est censé détruire après ce délai. Pour autant, pour ce qui est des éléments contractuels, il faut conserver, et ça c'est la DRETS qui le recommande, 4 ans, et ça ne s'applique pas qu'au bilan de compétences, hein, ça peut être la VAE, l'apprentissage, ça va être aussi l'action de formation, la première catégorie de Calliope. Recommander 4 ans de conservation, 3 ans en arrière de l'année N, soit la capacité de contrôle de l'autorité administrative, plus une année de sécurité. Donc, on y va du devis, de la facture, etc., etc. Et donc, on est déjà en mars 2023, Marc, le temps file, et donc on se rapproche de la transmission du BPF, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc là aussi, veille légale et réglementaire, nous vous rappelons que la période de transmission du BPF, c'est avant fin avril, on va y revenir, et surtout d'insister que si vous ne complétez pas cette transmission de BPF, vous avez le risque de perdre votre NDA. Nous vous rappelons qu'il y a en fait 2 grandes possibilités de perte de NDA. C'est une cessation d'activité, j'ai envie de dire, oui, et peu importe pour Calliope. Par contre, si vous ne déclarez pas votre BPF, si la transmission échoue, il faut quand même vérifier que la transmission soit effective, et ou si vous déclarez ce que certains appelaient il y a quelques années encore un BPF à 0, eh bien, les DRETS, lorsqu'elles vont étudier vos retours au mois d'octobre, vont certainement prononcer la caducité de votre NDA, en sachant qu'une entreprise de formation est identifiée par 2 choses qui sont liées, le numéro sirène et le NDA. Alors, bien évidemment, le NDA, lui, peut être amené à changer si vous deviez déménager. On vous attribue de région, on vous attribue un nouveau numéro de NDA. Bien penser à informer votre certificateur pour qu'il mette votre certificat à jour. Également, puis on souhaite rappeler également une campagne de caducité qui a été menée par l'INRETS en octobre 2022. Oui, voilà, parce qu'en fait, si vous ne déclarez pas votre BPF dans les temps, si la transmission échoue, si vous déclarez un BPF à 0, eh bien les DRETS vont donc analyser vos retours, et au mois d'octobre, novembre, mais plutôt octobre en général, ça dépend des régions, il n'y a pas de date fixée par quelque loi que ce soit. Il y a ce qu'on appelle une campagne de caducité pour vous donner en fait quel peut être l'impact négatif pour l'ensemble de l'interlocuteur.
Au 1er octobre 2022, Raphaël avait identifié que nous avions 119 435 NDA et que le 13 octobre, donc simplement 12 jours plus tard, il ne restait que 109 738 NDA. 9 697 organismes de formation ont perdu momentanément leur NDA du fait de ces problèmes de transmission, déclaration à zéro. Et il en a été de même pour les certifiés, puisque 676 certifiés ont perdu leur NDA au mois d'octobre 2022. Alors, qu'est-ce qui se passe derrière? Dès lors que votre NDA est frappé de caducité, quand bien même le certificateur puisse regarder, mais n'est pas toujours forcément informé à la minute, ça veut dire que, en tant qu'organisme de formation, vous disparaissez de la liste publique des organismes certifiés et donc, normalement, vous perdez toute possibilité de bénéficier, de pouvoir contractualiser sur des fonds publics ou mutualisés. Et pour vous aider à remplir et à transmettre vos BPF, on a identifié 2 sources. Il y a d'une part un guide qui a été mis à jour par Centre Info et vous pouvez le télécharger gratuitement. Il doit faire 50 ou 80 pages de mémoire. Il est sorti il y a quelques semaines et il faut aussi savoir que le ministère du Travail a lui aussi mis à disposition un petit document qui vous aide à pouvoir compléter votre BPF et tout ceci se fait en ligne aujourd'hui. Et donc, quand dois-je transmettre mon BPF? Alors, le quand et le quoi, surtout. Donc, la date, normalement, c'est la fin du mois d'avril, donc pour le 30 avril. Mais ce qu'il faut surtout garder à l'esprit pour la transmission, c'est que vous allez établir votre BPF sur la base de votre activité en matière de formation au titre du dernier exercice comptable clos. Donc, si vous êtes du 1er janvier au 31 décembre, vous devrez présenter et déclarer les chiffres arrêtés au 31 décembre. Maintenant, si vous êtes sur des exercices comptables décalés, exemple du 1er septembre au 31 août, vous allez bien devoir déclarer en avril 2023 les chiffres arrêtés au 31 août dernier et ainsi de suite en fonction de vos calendriers comptables. Et si je souhaite transférer ma certification d'un certificateur à un autre, que dois-je faire et comment procéder? Alors, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le transfert, ce n'est jamais qu'un passage de relais d'un certificateur à un autre. Alors, tout à peu près normalement régi dans les textes de loi, c'est l'article 7 de l'arrêté du 6 juin 2019. Alors, première chose déjà, faut prendre la décision de vouloir le quitter. Vos choix et vos motivations resteront les vôtres. Mais dès lors que vous avez pris votre décision de quitter votre certificateur actuel, il faut bien évidemment tout de suite aller identifier quel sera votre nouveau certificateur. Le nouveau certificateur, et donc là, va s'appuyer sur cet article 7. Il va en fait solliciter son confrère, donc votre certificateur actuel, pour qu'il lui transmette une copie du certificat émis et un dossier détaillant les non-conformités détectées et les plans d'action associés pour y remédier. L'ancien certificateur, celui que vous voulez quitter, va avoir à ce moment-là, c'est défini par les textes de loi, 15 jours pour transmettre les éléments. Et si les éléments ne sont pas transmis ou s'il, on va dire, il rechigne à le faire, le nouveau certificateur peut toujours faire une notification, un signalement à l'instance nationale d'accréditation, qui n'est autre que le COFRAC. Et votre nouveau certificateur, l'heureux élu, le nouveau heureux élu, lui a 1 mois pour décider soit de reprendre la certification, soit de vous imposer, avant de la reprise, une évaluation adaptée qui sera bien sûr facturée. Sinon, le transfert est gratuit. En tous les cas, à l'ISQ certification, c'est gratuit. Et où vous notifiez un refus. Donc, un certificateur n'a pas obligation de reprendre la certification, bien évidemment. Et s'il y a une reprise, là, c'est important. Le nouveau certificateur va devoir émettre un nouveau certificat mis à jour et se coordonner avec l'ancien pour que le retrait d'un côté et l'activation de la certification de l'autre soient concomitants et que vous ne disparaissiez pas de cette fameuse liste des organismes certifiés. Et comme tu l'as précisé, ce transfert peut être fait à n'importe quel moment du cycle de certification. C'est ça, le transfert de certification peut être fait à tout moment du cycle de la certification, avant la surveillance, après la surveillance, avant une extension, après et ou concomitant en fait aux demandes de renouvellement. C'est vrai qu'avec la période de renouvellement, on peut profiter d'une pierre deux coups. Je renouvelle et en même temps je transfère. Et un nouvel arrêté qui risque d'être publié dans les prochains jours également.
Alors voilà, un nouvel arrêté. Donc ça, c'est quand même une information qui vaut son pesant d'or pour tous ceux qui nous écoutent. Le ministère du Travail a réuni à distance tous les certificateurs il y a à peu près 3 à 4 semaines maintenant. Nous avons eu 2 heures et demie de présentation du projet d'arrêté qui est en fait une réécriture de l'arrêté du 6 juin. Donc celui-ci, normalement, devrait sortir en mars, c'est ce que nous avait dit. Il y a encore des arbitrages, j'imagine, qui sont à faire. Peut-être que l'histoire des retraites monopolise l'exécutif sur d'autres sujets que Calliope. Peut-être, en sachant que lors de notre échange, il nous a été précisé que la mise en œuvre effective devrait être faite au plus tard le 3 juin de cette année. Alors, on ne peut pas dévoiler aujourd'hui quelles sont les modifications. En tous les cas, on ne va pas le noter noir sur blanc. Par contre, quand bien même vous retrouverez, pour ceux qui ont déjà assisté à ce webinaire, des slides qui vous sont habituels sur l'audit de surveillance ou de renouvellement, peut-être que je me laisserai aller à préciser que eh bien, ce que vous voyez à l'écran est encore valable aujourd'hui, mais ne devrait plus l'être demain. Donc, c'est pour nourrir un peu le suspense. Et bien évidemment, dès que les textes seront sortis, l'ISQ organisera, j'imagine, 1 ou 2 webinaires d'explication de texte pour que vous sachiez en quoi eh bien, ces modifications pourraient avoir un impact sur vous. Certains auront des impacts relativement importants. Ce sont surtout les gros et les multisites. Les plus petits en auront moins. Les nouveaux entrants auront aussi un impact possiblement plus important en termes de durée d'audit, par exemple. Tu en dis trop, tu en dis trop. Ouais, je m'arrête, mais j'ai tellement envie de partager. Alors, cette fois-ci, Raphaël, donc, tu as mis à jour, hein, ça c'est aussi une coutume à l'ISQ, la cartographie des certifiés. Qu'en est-il aujourd'hui? C'est ça également, un nombre toujours croissant, hein, donc un nombre de NDA actifs 116 392, hein, qu'on a pris plus, à grosso modo, plus 3000 par rapport à la dernière cartographie. Hein. Donc on va voir qu'il y a eu, donc ça remonte, hein, les NDA remontent, le nombre de certifiés également, hein, plus 700 certifiés depuis la fin 2022. Donc, encore des demandes de certification initiale de Calliope, hein, même si le gros est passé, on a toujours des petites demandes par-ci par-là d'organismes qui continuent à demander Calliope. Et on peut voir que, essentiellement, une catégorie qui est la grosse part du marché. L'Île-de-France, en termes de région, qui est devant, suivi de la région Aura. Et ensuite, répartis sur tout le territoire français. Hein, nos certifiés, tout comme nos auditeurs, hein, nous sommes répartis sur toute la France. Alors, intéressant de noter, hein, c'est qu'avec 116 392 certifiés à la date du 18 février dernier, nous n'avons pas en fait récupéré le plus haut que nous avions au mois d'octobre avant la campagne de caducité à 119 000. Donc ça veut dire que certains n'ont peut-être toujours pas réussi à réactiver ou à obtenir un nouveau NDA, et où certains ont simplement peut-être baissé pavillon et ne souhaitent plus s'engager dans la formation. Alors, on va partir maintenant sur la partie audit de surveillance et logo Calliope. Eh bien, allons-y, soyons fous. Soyons fous, Marc, à qui s'adresse ce webinaire? À cette période de la vie de certification, nous sommes en 2023, il s'adresse bien sûr plus particulièrement à ceux qui sont en phase de programmer leur audit de surveillance ou qui l'ont programmé et qui vont devoir le réaliser. Le début d'année et même le premier semestre à l'ISQ est particulièrement chargé en termes d'audit de surveillance. Mais une nouvelle fois, ce webinaire peut être valorisé sur votre indicateur 23 comme un élément de preuve de veille légale et réglementaire, indicateur 23, bien évidemment, et peut s'adresser à tous ceux qui vont initier la démarche de certification, mettre en œuvre des audits d'extension site ou catégorie, voire même commencer, puisque les premiers audits de renouvellement, s'ils n'ont pas encore eu lieu, les premiers sont déjà programmés. Et cet audit de surveillance, il va être plus facile ou plus difficile que l'audit initial? C'est vrai que c'est souvent toujours la question qu'on nous pose, facile, difficile. Je dirais simplement quelques points de vigilance. Il ne faut pas avoir trop confiance en soi. Je suis déjà certifié, donc bien quelquefois on peut avoir une tendance à se dire je l'ai été une fois, donc tout va bien et je vais peut-être faire preuve de moins de préparation, de moins de vigilance. Donc, il ne faut pas présumer de ses forces. Il faut quand même rappeler que certains indicateurs, quelquefois, vont être audités pour la première fois. C'est le cas pour ceux qui ont eu des audits aménagés. Ça va être aussi le cas pour ceux qui ont été un nouvel entrant lors de l'audit initial. L'indicateur 22 et l'indicateur 32 pour les nouveaux entrants n'étaient pas audités lors de l'audit initial.
Il faut aussi savoir que les auditeurs peuvent être peut-être un peu plus exigeants puisqu'ils maîtrisent mieux le référentiel. On va s'apercevoir que certains ont peut-être oublié de prendre en compte les évolutions du guide de lecture. Alors, avec ce nouvel arrêté, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que normalement, il y a une V8 qui va sortir. Là aussi, ce n'est pas noté, mais on vous le dit à l'oral. Normalement, il y aura un nouveau guide de lecture qui devrait sortir et une possible mise à jour du question-réponse du gouvernement. Donc, c'est quelque chose qui devrait arriver. Après, on va réinciter dessus un peu plus tard. Il y a aussi l'impact du temps, hein, puisque de très nombreux prestataires qui ont un chiffre d'affaires de moins de 750 000 euros, eh bien, ont un temps d'audit d'une demi-journée. Donc, c'est entre 2 minutes 30 si j'ai 3 catégories hors apprentissage, à 7 minutes maximum par catégorie. Donc, la pression du temps peut être là. Et aussi les risques techniques liés à la réalisation à distance des audits de surveillance. Très bien, Marc, merci beaucoup. Une question qui revient souvent au niveau de mon audit d'extension, si je souhaite en réaliser un, est-il plus judicieux de le faire avant ou après mon audit de surveillance? Alors, on n'a pas changé ici, notre exemple est toujours le même. Plutôt que d'étayer des chiffres qui n'ont pas forcément d'intérêt sur ce temps court d'interaction, notre conseil ou notre invitation, c'est pour tout projet d'extension de catégorie, vous êtes formation, vous voulez vous lancer dans l'apprentissage, la VE, le bilan de compétences, vous souhaitez ouvrir un ou plusieurs sites, en tous les cas dans la définition de Calliope, nous vous invitons à prendre contact avec nous et ou votre certificateur si vous n'êtes pas certifié à l'ISQ pour savoir quel sera l'impact de votre décision, le faire avant ou après l'audit de surveillance, pour que, bien évidemment, bien la punition, entre guillemets, financière et en temps soit la moins lourde pour vous. Voilà, donc rapprochez-vous de vos certificateurs et ils pourront vous apporter des éléments concrets, une estimation précise de la durée d'audit pour que vous puissiez prendre la bonne décision et qu'elle soit éclairée. Très bien. Et quand dois-je faire mon audit de surveillance? Alors, on a nos deux timelines. Hein. Donc, il y a tous les certificats 2019-2020 qui bénéficient de 4 ans de certification avec un audit de surveillance entre le 14e et le 28e mois. Nous avons nos certifiés 2021 et années suivantes qui sont revenus dans les clous de la loi initiale sur 3 ans avec un audit de surveillance à réaliser entre le 14e et le 22e mois. Et vaut mieux le faire le plus proche du 14e ou du 22e? En fait, ce qu'il faut voir ici, c'est qu'il faut faire quand même attention. Si vous repoussez l'audit de surveillance au plus tard et que vous êtes certifié sur 4 ans, ce n'est pas dramatique parce que vous aurez en fait 17 mois entre l'audit de surveillance et l'audit de renouvellement. Par contre, si vous deviez être certifié pour 3 ans, donc une certification obtenue en 2021, à repousser au dernier moment votre audit de surveillance, ça va imposer par contre derrière que vous aurez votre audit de renouvellement qui interviendra dans 11 mois. Donc ça veut dire que vous allez devoir bénéficier et ou subir 2 audits en un an. Donc c'est une question à se poser avant de prendre la décision de programmation. Exactement, Marc. Et au niveau de la préparation, est-ce qu'il y a des choses qui changent par rapport à l'audit initial? Non, il n'y a rien ne change aujourd'hui. Alors, ça changera avec l'arrêté qui va arriver, mais en tous les cas, à ce jour, rien ne change. On va toujours solliciter le prestataire pour essayer de connaître ce qui a pu évoluer depuis le dernier audit initial. On va faire une analyse de risque, on va prendre en compte les évolutions, bien évidemment, et vous recevrez toujours un plan d'audit en amont de l'audit. Il y aura toujours, c'est la conduite de l'audit de surveillance, bien évidemment. Et comment réaliser cet audit, présentiel ou distanciel? Alors là aussi, une slide qui aujourd'hui est vraie et qui devrait changer avec le nouvel arrêté. Normalement, la loi disait audit initial en présentiel, audit de surveillance à distance. Et si l'audit initial avait été fait à distance, du fait des contraintes de l'époque sanitaire, eh bien, il fallait faire obligatoirement l'audit présentiel. La notion de distanciel sera certainement revue avec le nouvel arrêté, mais je n'en dis pas plus pour l'instant. Et donc, attends, Est-ce qu'on peut choisir? Ah oui, est-ce qu'on peut choisir? Ah oui, est-ce qu'on peut choisir? Est-ce qu'on peut choisir notre modalité? Eh bien, en fait,
Aujourd'hui, on ne peut pas choisir notre modalité puisque c'est défini par le texte de loi, mais là aussi, l'arrêté devrait réviser en tous les cas cette approche et cette communication faite par la DGEFP il y a quelques mois de cela. Et quelle sera la durée de mon audit si je n'ai pas fait d'audit d'extension? Alors, c'est vrai qu'à périmètre constant, l'audit, eh bien, en fait, la durée, vous allez retrouver le petit tableau hein, pour la calculer dans l'arrêté du 6 juin. Et d'ailleurs, dans le question-réponse du gouvernement, en 2.5 et 2.7, surtout, on nous précise que le certificateur n'a pas ajusté la durée de l'audit avec la prise en compte du dernier BPF. Donc là aussi, voici encore une slide qui est vraie aujourd'hui, mais qui ne devrait plus l'être demain. Je n'en dis pas plus. Donc là aussi, il y aura encore des changements sur cette slide-là le mois prochain. Et si, à contrario, j'ai réalisé un audit d'extension de catégorie notamment? Alors, en fait, la durée ne peut être impactée aujourd'hui uniquement par un audit d'extension, en fait, de catégorie, même pas de site, même si c'est ce qui est marqué sur le slide que je dois modifier. En fait, seule l'extension de catégorie et principalement d'apprentissage peut faire modifier, en fait, la durée de votre audit. Et alors, qui va venir nous auditer pour cet audit de surveillance? Alors, c'est vrai que d'une part, on va choisir c'est l'ISQ, c'est le certificateur hein, qui choisit les auditeurs. On avait eu des velléités au début de pouvoir conserver le même auditeur que lors de l'audit initial et on s'aperçoit que ce n'est pas toujours le cas. Puisqu'il se peut que l'auditeur ne soit plus en activité, qu'il ne soit pas sur la zone géographique concernée, qu'il ne soit pas disponible à la période souhaitée par le prestataire, et puis oui, il se peut aussi qu'on souhaite affecter un autre auditeur, et on s'aperçoit quelquefois que certains certifiés demandent aussi à avoir un autre auditeur, c'est tout à fait possible. Mais c'est exactement en fait ce que nous rencontrons en tant qu'organisme de formation. Hein. J'ai pris des cours de langue, puisque c'est quand même mon domaine de prédilection, il y a 2 ans avec Jim, et j'aimerais reprendre des cours d'anglais avec Jim, et on me dit, ben non, Jim est reparti chez lui. Eh bien donc, j'aurai un autre formateur. Ben, c'est exactement le même principe ici avec les auditeurs. Et plus tôt, tu nous as parlé de questionner sur les changements qu'il y avait eu depuis l'audit initial. Peux-tu nous en dire plus? Oui, en fait, en tous les cas, pour ce qui est de l'ISQ, on vous sollicite en amont et lorsque vous allez souhaiter mettre en place votre audit de surveillance, on vous sollicite avec questionnaire en ligne hein, pour que vous puissiez nous préciser tout ce qui a pu changer. Alors, l'auditeur le vérifiera et posera des questions complémentaires lors de la réunion d'ouverture, mais en tous les cas, nous souhaitons connaître quelles sont les évolutions juridiques, changement de, je sais pas, vous êtes passé de SAS en SASU ou en autre forme juridique, vous avez peut-être eu des changements organisationnels. Ça, c'est important. Vous ne faisiez pas appel à des sous-traitants hier, vous faites appel aujourd'hui. Eh bien là, vous venez de gagner un indicateur, le 27, mais c'est un changement important qui a un impact sur le plan d'audit. Vous avez peut-être eu des évolutions matérielles, des locaux techniques, des évolutions sur vos ressources humaines, des évolutions commerciales aussi. Peut-être que vous avez une forte progression de votre chiffre d'affaires ou malheureusement une régression de celui-ci. Peut-être qu'aujourd'hui, vous proposez des titres RNCP, ce que vous ne faisiez pas hier. Et donc là aussi, vous gagnez 3 nouveaux indicateurs, le 3, le 7 et le 16. Et le 16. Donc tout ça est important à prendre en compte. Et donc, la durée de cet audit de surveillance, quelle va être la durée de cet audit de surveillance? En fait, la durée, c'est vrai qu'on insiste là-dessus parce que ça met vraiment de la pression tout autant sur l'auditeur que l'audité. On vous rappelle qu'à moins de 750 000 € de chiffre d'affaires, la durée est de 0,5 jours que vous fassiez de la formation et ou de la VE et ou du bilan de compétences. Donc, à 3 catégories, on peut potentiellement avoir 74 indicateurs à auditer puisqu'on certifie bien chacune des catégories et que la DGEFP nous impose un audit complet. Donc, ça fait 2 minutes 30 par indicateur. Concrètement, c'est irréalisable et en tous les cas, c'est la théorie. Et donc, pour résumer un peu tout ça, qu'est-ce qui va être audité sur l'audit de surveillance? En fait, on va regarder un certain nombre de choses et ça va dépendre bien sûr de chaque cas. On va d'abord regarder si les plans d'action qui avaient été définis suite à l'audit initial pour les non-conformités, qu'elles soient majeures ou mineures, eh bien, ont bien toujours été mise en œuvre. On va bien sûr aussi essayer de voir en quoi vos évolutions ont pu avoir un impact sur votre capacité à mettre en œuvre
les attendus de Calliope. On va bien évidemment vérifier l'usage de la marque et du logo Calliope. Et puis, on va aussi passer du temps sur les indicateurs qui n'auraient pas été audités. Un petit clin d'œil à ceux qui ont un audit aménagé et un audit en fait de nouvel entrant. Et si, par malheur, j'ai des non-conformités lors de mon audit de surveillance, quel va être le traitement? En fait, ça ne change pas par rapport à ce qui existait lors de l'audit initial, c'est-à-dire que on applique la loi, c'est-à-dire que 3 mois pour présenter un plan d'action de mettre en œuvre pour en fait l'audit pour les non-conformités majeures et l'ISQ, puisque pour le délai de traitement des non-conformités mineures est à la main des certificateurs. À l'ISQ, c'est 1 mois pour présenter son plan d'action. Attention, une non-conformité mineure observée lors de l'audit initial qui serait à nouveau observé et constaté en tant que mineur lors de l'audit de surveillance, ça majore systématiquement la peine et donc celle-ci est transformée en non-conformité majeure. Et voilà, donc maintenant on va changer de présentateur. On va laisser cette fois-ci un peu plus Raphaël s'exprimer. C'est un point important, la vérification du logo. Alors sur quoi en fait peut-on s'appuyer, Raphaël? Exactement, Marc, hein, comme tu l'as dit plus tôt, les auditeurs, lors de votre audit de surveillance, vont vérifier de quelle façon vous utilisez le logo Calliope. Et pour ce faire, ils vont s'appuyer donc sur la charte de la marque de garantie Calliope qui nous a été transmise et qui vous a été transmise lorsque vous avez été certifié initialement. Et donc, cette charte indique ce qui est possible de faire et de ne pas faire. Alors, quel logo? Alors, le logo, on prend le logo de droite. Donc, c'est un logo qui est déjà en vigueur depuis plus de 2 ans maintenant, hein. Il a été mis en vigueur le 7 décembre 2020. C'est le logo qui possède le bandeau Marianne plus République française. L'ancien logo à gauche sans la Marianne et la République française, on ne doit plus le voir en audit, ni sur vos sites Internet. Si l'auditeur le constate, ce sera forcément une non-conformité logo. Alors, j'ai envie de dire même, je vais renchérir sur ce que dit Raphaël, c'est presque une double peine, c'est-à-dire que si un auditeur devait constater l'utilisation de l'ancien logo, donc qui remonte à décembre 2020, bien évidemment, il est contraint de vous notifier une non-conformité d'usage du logo, mais vous allez avoir du mal en tant que prestataire à démontrer que vous faites une veille légale et réglementaire en n'ayant pas mis à jour votre logo. Donc attention à la double peine qui peut arriver avec ce mauvais logo. Et alors, qu'est-ce qu'il faut avoir? Parce que le logo seul ne suffit pas, Raphaël, je crois. Exactement, Marc. Le logo seul ne suffit pas. Il y a une petite précision à apporter sur son logo pour indiquer pour quelle catégorie d'action nous avons été certifiés. Si on possède les 4, si on en possède une seule ou 2, il faut les nommer avec la phrase suivante. La certification qualité a été délivrée au titre de la ou des actions suivantes. Donc là, vous mettez ce pourquoi vous avez obtenu Calliope. Pour le coup, l'arrêté modificatif ne devrait pas changer tout ça pour l'instant. Et alors, Raphaël, est-ce que je peux faire preuve de créativité artistique? Alors oui, c'est un peu le seul endroit où on a le droit de faire preuve de créativité artistique, Marc. Pour le détail, pour préciser sur quelle catégorie d'action vous a été certifié, vous pouvez le mettre donc en bas, à gauche, à droite, en italique, en gras, en police noire, rouge. Vous êtes là-dessus, vous êtes plutôt libre. Alors que le logo, vous n'avez pas le droit d'y toucher, vous n'avez pas le droit de changer ses couleurs, vous n'avez pas le droit de le mettre en relief. Vous êtes obligé de le mettre sur fond blanc, tel que vous l'envoie, tel que vous devez l'utiliser. Et alors, si on veut faire une synthèse entre ce que je peux et ne peux pas faire. Alors, c'est un peu la question ultime. Où est-ce que je peux mettre mon logo Calliope? Alors, le logo Calliope, vous pouvez le mettre sur le site Internet en page d'accueil, en pied de page ou footer, ou également dans les onglets dédiés. J'entends par là, type nos certifications, notre démarche qualité, ce genre d'onglet qu'on voit souvent sur les sites Internet. Vous pouvez utiliser le logo Calliope avec les actions certifiées. Également sur les catalogues de formation qui reprennent toute votre activité. On insiste bien sur toute votre activité. Il ne faut pas qu'il y ait uniquement 1 ou 2 actions, vraiment avoir toute votre activité. Et le catalogue de formation en première page, pareil avec les catégories d'actions comme d'habitude. Pour des diapos, pour répondre à des appels d'offres ou pour affiches ou brochures qui mettent en avant l'organisme et son fonctionnement. Et également sur une signature de mail ou carte de visite, mais pareil, toujours avec les catégories d'actions. Et bon, comme c'est un peu plus petit, à vous de voir comment vous agencez tout ça.
Et le pas le droit, les interdictions, c'est d'apposer le logo directement sur les plaquettes de formation. Hein. Je ne sais pas si si vous faites une formation manager, hein, bah, vous n'avez pas le droit de mettre le logo Calliope sur la plaquette de cette formation manager. Pareil, ensuite, quand vous déroulez cette formation, si vous en faites un devis, une convocation, une feuille de présence, eh bien, pareil, on n'a pas le droit d'utiliser le logo sur cette typologie de documents, hein, car ce sont des documents qui sont liés à une formation en particulier. Et c'est typiquement ce que ne permet pas la charte d'usage Calliope. C'est l'organisme qui est certifié Calliope et non les formations que vous prodiguez. Et également sur du papier en tête, car au moment où il est vierge, il n'y a aucun souci, mais en fonction de ce que vous allez imprimer, le contenu peut devenir, je dirais, illégal, entre guillemets, aux yeux de la charte d'usage. Donc, c'est mieux de ne pas l'utiliser sur du papier en tête. Alors, et gardons à l'esprit aussi que très souvent, nous observons des logos qui sont positionnés dans les footers des sites Internet, mais sur des footers qui sont en fait inamovibles, ce qui veut dire que voilà, ils sont figés. Donc, lorsque j'arrive sur la page d'accueil du site Internet, eh bien, j'ai bien le logo dans le footer, très bien. Donc là, tout va bien, c'est la page d'accueil. La difficulté ou le problème, c'est que dès lors que je vais ensuite dans l'arborescence du site et je vais regarder formation management, formation vente, formation SST, etc., eh bien là, on s'aperçoit que le footer ne bouge pas et donc forcément, chaque page présentant vos formations se retrouve associée au logo et donc là, vous encourez une non-conformité systématique. Donc, il y a des moyens techniques de régler ça. Donc, bien regarder vos sites Internet. Et nous vous rappelons à toutes fins utiles qu'il n'y a aucune obligation d'utiliser le logo aujourd'hui. Vous pouvez dire que vous êtes certifié Calliope et sans utiliser le logo. Et si vous l'utilisez, vous devez l'utiliser en respectant les règles que Raphaël vient de vous présenter. Allez, dernière partie avant un temps de questions-réponses, bien évidemment, et on est bien dans les clous. Nous avons Louis qui officie derrière et qui fait déjà des réponses. Je vois que ses doigts crépitent sur le clavier. On fera des réponses orales également. Alors, le renouvellement arrive et 2024, ça va être chaud. Eh oui, hein, nous avons eu deux années de départ, 2020, 2019, raison 2020 plus pour 4 ans, 2020 plus 4, ça fait 2024. Les 2021 pour 3, 2021 plus 3, ça fait 2024. Donc en gros, vous allez tous arriver avec la même ligne d'arrivée qui est 2024. Donc forcément, tous les certificateurs, et l'ISQ en fait partie, eh bien, va devoir gérer la certification de 2 années de certifiés. Donc oui, nous pensons qu'il y a un vrai risque de surchauffe et ça promet d'être tendu. Nous avons déjà programmé des audits de surveillance sur toute l'année 2024, essentiellement sur des gros prestataires aujourd'hui qui nous sollicitent pour avoir de la visibilité. Nous allons bientôt vous solliciter là-dessus, bien évidemment, et n'hésitez pas à venir me tirer l'oreille si vous voulez qu'on prenne un rendez-vous pour en parler. Donc, comme tu le dis, anticipation nécessaire. Oui, voilà. Donc, l'ISQ va solliciter à peu près, on va dire, entre 10 à 11 mois avant la fin d'échéance de la certification, chacun de ces certifiés, pour s'assurer qu'ils souhaitent rester avec nous. Et bien évidemment, les inviter à programmer l'audit. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il faudrait idéalement programmer l'audit de renouvellement au plus tôt, parce que ça, on ne pourra pas faire plus tôt d'après les règles qui s'imposent à nous ou les normes. Et j'ai presque envie de dire aussi au plus tard, 4 mois avant la date d'échéance qui figure sur votre certificat. Votre certificat comporte 3 dates. Généralement, il y a la date d'émission, mais c'est surtout la date de certification et la date d'échéance. Donc, vous prenez cette date-là 4 mois avant. Pourquoi 4 mois? Parce qu'il faut bien se dire que si nous devions avoir des non-conformités majeures, la loi prévoit 3 mois pour les corriger, et bien donc 3 mois plus un petit mois de délai de gestion administrative. Donc ça fait bien 4 mois, bien évidemment. Les premiers audits de renouvellement devraient être programmés en juillet, août de cette année. Voilà, c'est ce qu'on vient de dire. Et on est, je pense, bien dans les clous, effectivement. Et donc également aussi une petite vigilance, c'est que l'audit aménagé que vous avez eu pour l'audit initial ne sera plus possible pour cet audit de renouvellement.
Oui, alors en fait, l'augmentation de la durée, hein, bien évidemment, on sait que ça va augmenter. Sachez en tous les cas que le projet de loi, enfin, d'arrêté, modifie, devrait modifier, on va parler au conditionnel, devrait modifier la durée des audits de surveillance pour les nouveaux entrants et normalement devrait modifier de façon significative la durée des audits pour les multisites. La règle était jusqu'à aujourd'hui, pour un multisite, un site audité, alors qu'à l'initiale, vous aviez la règle de la racine carrée. Eh bien, préparez-vous à avoir une formule mathématique savante concoctée par nos législateurs pour faire en sorte que nous allions auditer de plusieurs sites, à défaut de dire de nombreux sites, à la surveillance. Voilà, donc on en a terminé sur la présentation, ce qui nous laisse bien un bon quart d'heure avec Louis pour pouvoir eh bien, répondre aux questions qui nous sont posées. On va tenter d'y répondre du mieux que nous pouvons. Ok, alors, il y en a qui continuent à arriver. On a énormément de questions sur l'utilisation du logo. Yes. Moi, je vais y aller. Moi, je vais laisser Raphaël. Regarde juste ce qui est arrivé derrière moi. Petite question. D'accord. Alors, déjà, première question pour le logo. Est-ce qu'il s'agit d'une non-conformité mineure ou majeure? Alors, il n'y a pas pour le logo, il n'y a pas de graduation. Vous avez un mois pour nous envoyer les éléments une fois que nous vous avons transmis le constat de la non-conformité. Vous avez un mois pour nous envoyer les éléments de remise en forme de la conformité. Donc, si c'est, je sais pas, si ça a été constaté sur le site, vous nous transmettez votre nouveau site sans le logo ou avec le logo corrigé. Tout ce que l'auditeur a constaté qui n'était pas bon, vous nous montrez que vous avez fait les actions nécessaires pour rentrer en conformité. Et à partir de là, vous passerez en comité. Voilà. Alors, je vais compléter la réponse de Raphaël parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de graduation puisque ce n'est pas un des indicateurs, des 32 indicateurs du guide de lecture. Par contre, en fait, le texte précise même que normalement, le certificateur qui observe une mauvaise utilisation est censé mettre en demeure le prestataire de correction sous 30 jours. Ça, je ne sais plus sur quelle page de texte c'est, mais j'ai encore relu il n'y a pas très longtemps. Donc, c'est bien une mise en demeure et sinon non correction, nous sommes tenus de suspendre la certification jusqu'à correction. Alors, maintenant, je vais poser une question qui reprend plusieurs questions. Donc, Raphaël, peut-on mettre le logo sur un PowerPoint de présentation d'une proposition commerciale? Tant que c'est clairement identifié que c'est une slide qui présente votre organisme, c'est bon, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, si on la retrouve un peu plus loin, présenter le programme que vous avez prévu pour cet appel d'offres, c'est plus bon. Ok, donc on a répondu à 2 questions en une. Le logo sur le plan de localisation qui intègre la convocation à une formation. Est-ce qu'on peut y mettre les logos Calliope? Je dirais non. Faut lui éviter. Ouais. Le logo associé au plan d'accès de l'organisme, ça va. Mais le logo associé un document qui comporte le plan d'accès et la convocation à une formation spécifique, non. Tout est de la nuance. Oui. Ok, on va passer sur l'utilisation du logo. On va aller sur une question qui est intéressante concernant les changements à venir. On me demande, je passe l'audit de surveillance le 9 juin. Est-ce que j'aurai le temps pour prendre en compte les modifications à venir? Allez, vous avez gagné une non-conformité en bonus. Non, en fait, c'est une excellente question. Parce que oui, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé et franchement, c'est une très bonne question. Lorsque le ministère nous dit que, en fait, l'arrêté sera applicable au 3 juin, ça veut dire que si l'arrêté devait conduire à modifier la durée, par exemple, de l'audit de la personne qui nous pose la question, nous serions bien évidemment obligés de réajuster la durée. Alors,
On va pas attendre le 8 juin pour en informer, mais ça veut dire que en fait cette évolution, en tant que certificateur, on est impatient d'avoir l'arrêté et on n'est pas là pour le juger si c'est bien ou pas bien. Mais en fait, on est vraiment là impatient de l'avoir pour pouvoir justement déterminer en quoi tous les audits programmés après le 3 juin pourraient être potentiellement en fait impactés dans leur durée, dans leur modalité de réalisation par rapport au changement de l'arrêté. Donc la réponse est oui, si votre audit est programmé le 9 juin et que l'arrêté, les modifications ont un impact sur votre audit, eh bien nous serons obligés de le mettre en œuvre. Et si vous ne voulez pas qu'il y ait de risque, eh bien, il faut le reprogrammer avant le 3 juin. Très bien. Du coup, on me demande est-ce qu'on va convoquer un nouveau webinaire pour donner les informations qu'on aura reçues ou de quelle manière on va communiquer? Alors, j'ai envie de dire que bien évidemment, hein, l'ISQ, fidèle à sa tradition d'information de ses certifiés, et pas que, parce que nous savons qu'il n'y a pas que nos certifiés qui nous écoutent et nous en sommes ravis, n'hésitez pas à transférer chez nous. Blague mise à part, l'ISQ, nous avons déjà, nous, en interne, avec Farida, la directrice qualité, Raphaël et moi, on a déjà fait une première passe de lecture sans savoir si ça va être le texte définitif. On a déjà fait une première passe pour essayer d'appréhender bien quels vont être les impacts pour nous en termes organisationnels, pour nos prestataires en termes de durée, de modalité, d'informations à communiquer. Vous devriez avoir beaucoup plus d'informations à transmettre aux certificateurs que ce qui était demandé jusqu'à aujourd'hui. Et dès lors que l'arrêté sera sorti et que nous aurons fait une analyse, bien évidemment que nous n'allons pas nous priver de communiquer, de vous informer. Je pense qu'on ne prévoira pas d'ailleurs pas simplement un webinaire. Il y aura certainement peut-être 2 ou 3 webinaires à différents moments de la journée pour permettre tout autant à nos amis du continent qu'à nos amis certifiés qui pourraient se trouver dans les Antilles ou en Guyane, parce qu'on en a aussi, eh bien d'avoir l'information, de pouvoir poser leurs questions. Et ce seront certainement des webinaires spécifiques sur l'évolution de l'arrêté. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? Si nous devons faire notre audit de renouvellement en mars 2024, alors j'imagine que ça, c'est l'échéance de certification. Hein. À partir de quelle période nous pouvons prendre rendez-vous? Nous pouvons prendre rendez-vous auprès de l'ISQ pour quelle est la date? Alors, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc normalement, vous prenez la date d'échéance de votre certification. Nous avons des phases de tests finaux de notre informatique et automatisation, normalement vendredi. Donc, normalement, à partir, on va dire début avril, ce ne sera pas un poisson, on va essayer de faire ça le 2 et pas le 1er avril. Normalement, à partir de début avril, nous allons commencer à solliciter nos certifiés 10 à 11 mois avant la date d'échéance pour qu'ils commencent à remplir et commencent à programmer leurs audits. Si d'aventure, vous souhaitez programmer en amont de notre sollicitation, n'hésitez pas à revenir vers nous par mail et on va bien évidemment mettre en place un système de gestion des demandes qui pourrait devancer les appels de l'ISQ. Merci. Alors, une question multisite. Lors d'un audit de surveillance d'un organisme multisite, en quoi consiste l'audit de la fonction centrale et quels sont les types de preuves à présenter? Alors déjà, la fonction centrale, donc en tous les cas dans sa définition, normalement, devrait être impactée par l'arrêté modificatif. Et ce n'est pas forcément d'ailleurs une bonne nouvelle s'il laisse le texte de loi tel que c'est fait pour certains des prestataires que nous connaissons. En fait, la fonction centrale, déjà, ce n'est pas un lieu, ce n'est pas une personne, c'est une entité qui, quelque part, plane sur l'ensemble des sites et qui est là pour contrôler, vérifier que tout va bien et qui a une autorité. Alors ça, je reprends les textes, je ne les connais pas par cœur. Il a une autorité démontrée à mettre en œuvre des correctifs, etc. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir comme élément de preuve? Si c'est une personne qui a été nommée, ça peut être son contrat de travail, ça peut être sa fiche de poste, sa fiche de mission. Autre élément de preuve, c'est en fait quels sont les KPI, quel est son tableau de bord de pilotage de l'activité, puisqu'en fait la fonction centrale est la garante du respect de Calliope de chacun des sites.
Donc, en gros, c'est comment est-ce que la centrale bien contrôle que chacun des sites est bien en phase avec Calliope. Ce peut être un programme annuel d'audit interne, de visite, des comptes rendus de réunions avec les directeurs de sites. Enfin bon, après, chacun s'organise comme il veut. Mais en tous les cas, et on vous rappelle qu'aujourd'hui, la fonction centrale n'est pas sous-traitée. Ça aussi, c'est le texte de loi. La fonction centrale fait bien partie de la structure. Ok. Alors, pardon. Question portage salarial et sous-traitance. Maintenant, on a deux questions. Nous avons recours à la sous-traitance. Nos sous-traitants font font des interventions ponctuelles, donc des cours de moins de 6 heures pour la plupart. Doivent-ils être OF et si oui, doivent-ils être Calliope? Ben, en fait, la question n'est pas tranchée. Enfin, il y a une partie de la réponse qui est connue, c'est que vous avez la notion de formateur, c'est ponctuel, je ne sais plus quel est le terme exact, occasionnel. Merci Raphaël, heureusement, avec l'âge, on perd ces mots. Un formateur occasionnel, donc il y a moins de plus de 30 jours, je crois, et donc là, on n'a pas besoin de NDA. Pour pouvoir officier et répondre, en fait, si vous vraiment aller dans le détail, que c'est quelqu'un qui fait 2 heures d'intervention dans une école de commerce, est-ce que voilà, il faut quand même, après, à chaque cas particulier, une analyse plus approfondie. Maintenant, il est vrai que la rumeur veut que demain, pour tous les sous-traitants ou les portés, qui interviendraient en lien avec des prestations qui seraient financées par le CPF, qu'il y a une potentielle obligation d'être Calliope. Et donc, si on est Calliope, il faut avoir un NDA déjà, parce que c'est le préalable. Sans NDA, on ne peut pas être Calliope. Donc, on va attendre que les décrets d'application sortent et bien évidemment, on communiquera sur le sujet. Mais en tous les cas, c'est une épée de Damoclès potentielle. Maintenant, d'un point de vue certificateur, on se demande un peu quand même ce qu'on va aller auditer chez un intervenant au regard des 32 indicateurs potentiels de Calliope. Mais bon, voilà. Donc, dans la lignée de la question précédente, est-ce que le prestataire a l'obligation de contrôler chaque formateur ainsi que la cohérence entre la prestation du formateur et le référentiel de la formation si celui-ci est déjà certifié? En fait, on vous rappelle que dans le guide de lecture, il est précisé que pour les sous-traitants, il n'y a pas d'obligation à ce que les sous-traitants soient certifiés Calliope. Donc, qu'un sous-traitant soit certifié, ce n'est pas démontrer des mesures mises en place pour contrôler le respect de Calliope. S'ils le sont, très bien pour eux, mais en tous les cas, ce n'est pas suffisant, sauf à ce que le texte soit réécrit. Donc, en fait, on vous rappelle que l'indicateur 27 précise que vous devez démontrer quels sont les éléments mis en œuvre pour vous assurer du respect du référentiel par vos sous-traitants. Avez-vous des nouvelles sur l'arrêté concernant le reste à charge des stagiaires pour les formations financées au titre du CPF? En tous les cas, pas promulgué. Donc là aussi, ça fera bien évidemment, une fois que ce sera officiel, on va forcément l'évoquer dans notre première partie sur les actualités légales et réglementaires. Du coup, on me demande 3 fois, on rebondit sur ce que tu disais avant, un formateur qui anime moins de 30 jours n'a pas besoin de NDA, point d'interrogation. Ben, normalement, sauf parce que c'est changé, mais je ne pense pas, mais il y a effectivement la notion de formateur occasionnel et donc à moins de X jours d'animation, on n'a pas besoin de NDA. Si les sous-traitants doivent être certifiés pour des financements CPF, quid de l'intérêt de l'indicateur 27? Écoutez, je poserai la question au ministère qui tient le référentiel. Peut-être que justement, lorsque je dis qu'on a vu le projet d'arrêté, c'est qu'ils ont sollicité les certificateurs qui ont fait des retours et que peut-être que si d'un côté on impose Calliope aux sous-traitants, peut-être que l'indicateur 27 sera revu et pourrait ne s'appliquer qu'à ceux qui ne seraient peut-être pas Calliope, je ne sais pas, mais bon, voilà. En tous les cas, en l'état, je n'ai pas d'éléments de réponse précis. Une dernière question concernant maintenant l'échantillonnage, les modalités d'échantillonnage. Est-ce qu'il doit également inclure des formations qui ne sont pas éligibles à un financement public?
Ou est-ce que ces formations et les apprenants doivent-ils être exclus de l'échantillonnage? Alors, il y a, dans les questions-réponses du gouvernement, il y a une partie de la réponse qui figure à ça. C'est qu'en fait, pour Calliope, l'échantillon s'étend en fait tout autant aux actions qui bénéficient de fonds publics et mutualisés qu'à ceux qui bénéficieraient de financement par des entreprises, voire même par un particulier. Ce qui peut être exclu en fait de l'échantillon, ce serait par exemple la formation initiale. Ou lorsqu'on audite un organisme de formation qui est une UFA, on ne va pas les regarder les dossiers des apprentis qui sont couverts dans le cadre de leur relation d'UFA, puisque c'est bien le CFA qui leur sous-traite la prestation qui va être audité. Maintenant, si vous travaillez avec ISQ comme client et qui finance directement sa formation, eh bien oui, cette action sur des fonds d'entreprise peut tout à fait faire partie de l'échantillon. Eh bien, on est au bout des questions. C'est exceptionnel, 12h59. Une petite dernière question, Allez. allez sur la durée de conservation des documents de manière générale pour les OPAC. En fait, c'est la réponse de la DRETS, hein, c'est 3 ans. Ça, c'est en tous les cas la durée sur laquelle peut remonter une DRETS en cas de contrôle. Et la DRETS conseille donc 3 ans plus une petite année de marge, donc garder donc 4 ans, c'est ce qui est recommandé. J'ai pour ma part posé la question à la DRETS s'il existait en fait une liste des documents en lien avec l'activité d'organisme de formation et une durée de conservation. Et ils m'ont dit, en tous les cas pour la DRETS Île-de-France, qu'ils n'avaient pas ce type de document. Donc en gros, tout ce qui concernait l'action conservait les 4 ans, même certains allaient jusqu'à 5 ans. Voilà, bah écoutez, 13h, c'est parfait. On a vraiment tenu le timing. On vous remercie d'avoir été aussi nombreux. Prochain webinaire, donc c'est au mois d'avril. Et si d'aventure les textes de loi devaient sortir avant ce webinaire, eh bien, nous serons certainement amenés à programmer, on va dire, tout à fait cessante et avec peu de préavis, des webinaires d'information. En fonction des changements, il n'est pas exclu d'ailleurs que ISQ Expertise, cette fois-ci, non pas certification, qui n'a pas le droit, puisse proposer une journée aussi de formation sur la mise à jour réglementaire, pas que sur Calliope. Donc, à rester attentif à nos communications, nos mails et ou nos communications sur les réseaux sociaux. Et on se fera un plaisir de vous retrouver. Et sinon, sachez que l'équipe est toujours à votre écoute et prêt à répondre à vos mails et ou appels téléphoniques. Très bonne fin de journée, très bonne fin de mois de mars. Au revoir. Bonne journée, au revoir à tous. Au revoir.